Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il aura fallu attendre 4 années depuis la commande d'un rapport parlementaire sur la santé au travail en janvier 2018 pour que soit promulguée la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Transcription législative d'un accord interprofessionnel signé par les partenaires sociaux en décembre 2020, elle est entrée en application en grande partie le 31 mars dernier. Ce texte, orienté vers le maintien en emploi et la prévention du risque professionnel, modifie notamment les missions des services de santé au travail et les règles de l'évaluation des risques et du plan d'action de prévention. Il apporte également des nouveautés en termes de suivi médical des salariés. Deux intervenantes sont avec nous aujourd'hui pour éclairer le sujet et vous informer sur ce qui change. Maître Cohen, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avocate en droit du travail au sein du cabinet Chassani, Vatrelot et Associés, CWA. Vous conseillez donc les sociétés sur les questions relatives au droit du travail, à la mise en œuvre de dispositifs d'aménagement du temps de travail, de réorganisation et de santé au travail. Votre éclairage sur la loi sera donc forcément juridique et bien sûr, il est très attendu. Avec nous également le docteur Patricia Nedam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du travail et médecin coordonnateur d'AST Grand Lyon. Vous préciserez les implications concrètes de la loi et les adaptations qu'elle appelle pour l'entreprise et les services de santé au travail. Quant à moi, je suis Cyril Imbert, responsable communication de l'AST Grand Lyon et j'aurai donc plaisir à animer ce webinaire. Alors, nous aborderons en deuxième partie de ce webinaire les évolutions qui touchent les SSTI et elles vous concernent tous car en tant qu'employeur, vous adhérez à un service de santé et bénéficiez donc de ce qu'il propose. Mais sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet en répondant directement à cette question: que se posent les employeurs ou leurs représentants? Qu'est-ce qui a changé au 31 mars dans les responsabilités et obligations des entreprises en santé au travail? Maître Cohen, vous allez d'abord nous parler des évolutions concernant le suivi médical, avec pour commencer la mise en place d'une visite de fin d'exposition. Oui, en effet, donc cette loi qui comporte un volet prévention primaire et un volet suivi individuel de l'état de santé des salariés apporte quelques modifications dans les visites médicales, quelques modifications qui soit touchent des visites médicales déjà existantes et que l'on adapte, soit créent de nouvelles visites. Et là, la visite de fin d'exposition est une nouvelle visite qui a été créée par la loi du 2 août 2021. Alors, elle n'est pas tout à fait nouvelle puisqu'elle était déjà existante dans les textes en 2018, mais elle s'appelait la visite de fin de carrière. Et la nouveauté porte sur le fait qu'on est passé d'une visite de fin de carrière à une visite de fin d'exposition. Alors, elle était ancienne, mais néanmoins pas encore appliquée de toute façon, puisque le décret d'application de la loi de 2018 venait de paraître cet été 2021, en même temps que la loi du 2 août 2021. Donc, dans son ancienne version, cette visite de fin de carrière, en réalité, n'avait pas pu voir le jour en pratique dans les services de prévention santé-travail. C'est donc à partir de maintenant, c'est-à-dire 31 mars 2022 pour une entrée en vigueur de la loi avec un décret d'application qui a été donc promulgué sur cette visite de fin d'exposition qu'elle va voir le jour de façon généralisée. Je vous propose de vous référer, si vous avez besoin de connaître le détail de cette visite, à l'article fondateur qui est le 4624-2-1 du Code du travail, que je ne vais pas vous lire dans le détail, mais on notera d'emblée que le législateur a créé cette visite de fin d'exposition en la réservant à des bénéficiaires qui sont définis par renvoi à des textes sur le suivi individuel renforcé notamment, mais aussi sur la pénibilité. Et c'est ce qui rend peut-être un peu flou le contour des salariés qui sont concernés par cette visite, point sur lequel nous allons vous apporter avec le docteur Nedam des éclaircissements. Alors justement, c'est une bonne transition, docteur Nedam. Qui sont les publics visés par la loi pour cette visite de fin d'exposition? Effectivement, ce sont ce que nous appelons aujourd'hui les personnes qui sont déclarées par leur employeur en suivi individuel renforcé. Depuis 2017, où nous avons cette application-là hein, que vous voyez s'afficher, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques pour sa santé, mais aussi les travailleurs exposés à l'amiante, au plomb, au CMR, aux agents biologiques, etc.
Donc, il y a cette partie-là du suivi individuel renforcé, mais comme le disait Maître Cohen, il y a ce qu'on appelait avant les facteurs de pénibilité et le suivi médical renforcé, c'est-à-dire les contraintes physiques marquées avec les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les vibrations, mais aussi le bruit, les températures extrêmes, travail de nuit, travail posté, etc. Donc, les salariés qui sont actuellement exposés à ces nuisances ou qui ont été au cours de leur vie professionnelle exposés à ces risques professionnels, ils sont concernés soit s'il y a une fin de leur exposition, soit s'ils quittent l'entreprise pour des questions soit de départ de l'entreprise, soit de départ à la retraite. Merci docteur. Maître Cohen, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du rôle des employeurs dans cette visite de fin d'exposition? Alors, c'est à lui qu'appartient l'initiative d'informer le service de santé au travail ainsi que le salarié d'une fin d'exposition ou d'un départ imminent du salarié. L'employeur, concrètement, il va porter cette information à la connaissance du service de santé au travail, aviser le travailleur concerné de la transmission de cette information, et à partir du moment où il aura fait ça, il aura joué son rôle puisqu'il aura saisi le service de prévention santé-travail aux fins d'organisation de cette visite de fin d'exposition. Le texte prévoit néanmoins que c'est le médecin du travail qui, une fois saisi, vérifie les conditions d'éligibilité des salariés à ces visites-là. Et on a vu effectivement que les contours n'étaient pas forcément limpides, compte tenu du fait que l'on renvoie au suivi individuel renforcé notamment, qui, somme toute, est assez récent dans sa création, le suivi individuel renforcé, même si les critères de la loi sont très précis, puisqu'ils sont définis par voie réglementaire et que l'on sait, vous venez de le rappeler, docteur Nedam, quels sont les critères qui vous classent dans le suivi individuel renforcé. Il n'empêche que, comme le texte dit à la fois que ça concerne les salariés qui sont en CIR, donc suivi individuel renforcé depuis la création de cette catégorie, mais aussi ceux qui, au cours de leur carrière antérieure, ont été exposés à des risques similaires. C'est vrai que c'est pour la période antérieure qu'on peut avoir un flottement dans la définition. Donc, il appartiendra, une fois saisi, au médecin du travail de vérifier l'éligibilité. Alors effectivement, on va venir sur la question du rôle du médecin du travail. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot aussi sur le rôle que pourra avoir le salarié par rapport à cette visite de fin d'exposition. Oui, en effet, si l'employeur n'était pas diligent et ne saisissait pas le service de prévention santé-travail, ou s'il y avait une divergence de vue peut-être sur le fait que le salarié puisse bénéficier de cette visite compte tenu d'une exposition, alors le salarié peut estimer, lui, remplir les conditions et saisir de sa propre initiative le service de santé-travail. Il peut le faire durant le mois qui précède la date de cessation de l'exposition ou son départ, et jusqu'à 6 mois après la date de cessation de l'exposition. Donc ça ouvre une période assez large qui permet aux salariés, en cas de défaillance de l'entreprise, de solliciter cette visite auprès du service de santé au travail lui-même. Et là encore, bien sûr, c'est le médecin du travail qui examinera si les conditions de l'article du Code du travail sont bien remplies. Donc ça veut dire qu'on va charger le médecin du travail d'une vérification qui n'est pas simple et qui peut en plus être un peu différée dans le temps, puisqu'on voit que le salarié peut faire cette démarche 6 mois après la cessation de l'exposition. Dans tous les cas, le salarié, de son côté, a tout intérêt évidemment à réunir tous les éléments qui permettront de justifier, un, l'éligibilité, et deux, surtout, l'historique de ces expositions, puisque le but de cette visite, on va en parler maintenant, c'est de tracer les expositions passées et d'en tirer les conséquences éventuelles sur un suivi post-professionnel ou post-exposition. Alors justement, docteur Nedam, par rapport à ces questions que souligne Maître Cohen sur l'éligibilité des salariés à cette visite, il y a évidemment au cœur de tout ça le rôle du médecin du travail. Tout à fait, Cyril, c'est bien le sujet qui nous occupe, à savoir qu'une fois que l'employeur a saisi le service de santé au travail ou le salarié l'a saisi, et bien sûr, la secrétaire va être amenée à demander aux uns et aux autres de nous fournir le plus possible d'éléments qui pourraient mettre en évidence les expositions des salariés à ces risques pour la santé.
le médecin va s'appuyer sur ces éléments-là. Il va s'appuyer sur le document unique que leur aura transmis l'employeur. Il va bien sûr s'appuyer sur les éléments du dossier médical et c'est là que prend tout son sens la traçabilité des expositions professionnelles qui doit avoir lieu tout au long du suivi médical des salariés. Et c'est du coup à la suite de ces éléments-là et de ce que va transmettre le salarié, peut-être sur des expositions, sur des entreprises auxquelles il aura travaillé avant de travailler dans l'entreprise actuelle, que le médecin va s'appuyer. Il va s'appuyer aussi sur son équipe pluridisciplinaire et les personnes ressources dans le service qui sont spécialisées dans l'évaluation des risques professionnels pour déterminer si, oui ou non, les conditions sont remplies pour effectuer ces visites, à savoir que cette visite, elle puisse avoir un intérêt sur la surveillance post-professionnelle, à savoir que les nuisances auxquelles auraient été exposés les salariés auraient des effets différés sur la santé des salariés. On voit bien la différence entre une exposition suivi renforcé pour une habilitation électrique, la conduite de chariot élévateur ou le montage, démontage d'échafaudage, ou ça n'a pas, à notre connaissance, des effets différés sur la santé. Et si on suit les recommandations de la Société française de médecine du travail, c'est vraiment une analyse du médecin du travail, une appréciation du médecin du travail au vu des éléments, et de temps en temps, le médecin du travail va être amené à indiquer à l'employeur qu'au vu des éléments recueillis, il ne nous paraît pas pertinent d'effectuer cette visite, sauf demande expresse, bien sûr, du salarié. Et là, ça s'interprétera comme une visite à la demande du salarié. L'intérêt de ces visites, c'est bien sûr la mise en place d'un suivi post-exposition, et en fonction des nuisances auxquelles le salarié aura été exposé, le médecin du travail va établir un état des lieux où il va dresser une synthèse des expositions sur lesquelles il faudra avoir une vigilance, et c'est à partir de cet état des lieux que le médecin du travail va formuler des préconisations, des recommandations pour qu'une fois le départ à la retraite, le médecin traitant puisse mettre en place des examens complémentaires adaptés aux expositions, que ce soit les cancérogènes, mutagènes, les poussières de bois, les nuisances auxquelles aura été exposé le salarié, mais aussi il pourra effectuer la demande auprès du médecin conseil de l'assurance maladie pour la prise en charge de ces examens au titre de la surveillance post-professionnelle. Merci docteur pour cette explication très, très complète. Donc là, nous avons exposé donc la question de la visite de fin d'exposition. Il y a une deuxième visite médicale qui est instaurée par la loi. Elle s'appelle la visite de mi-carrière, et c'est Maître Cohen qui va vous en dire plus. Oui, peut-être juste avant de passer à la visite de mi-carrière, je voulais insister sur la visite de fin d'exposition en disant deux choses. D'abord, l'employeur doit vraiment tracer le fait d'avoir saisi le service de santé au travail. C'est important de le faire parce que vous voyez qu'en découlent des enjeux et des droits pour le salarié. Donc ça, c'est important. Et puis aussi de constater que cette visite, qui était une visite de départ, devient une visite de post-exposition, ce qui est plutôt une amélioration par rapport à l'état en T, puisqu'il y a une espèce de suivi régulier tout au long de la carrière, alors que dans sa version première, la visite de fin de carrière supposait une traçabilité avec une rétroactivité assez importante et assez longue, beaucoup plus difficile évidemment. Donc on voit se dessiner là tout un socle de règles qui sont là pour effectivement, vous l'avez très bien dit, docteur Nedam, permettre aux salariés d'avoir cette garantie post-professionnelle de pouvoir faire valoir ces expositions successives. La visite de mi-carrière, elle est dans un autre objectif instauré pour permettre aux salariés qui sont alors arrivés à la mi-carrière, on verra comment on définit cette notion, de pouvoir bénéficier d'une visite médicale auprès du médecin du travail pour recenser les risques auxquels a été soumis le salarié jusqu'à cette étape de la mi-carrière, vérifier qu'il est toujours en capacité d'occuper un poste présentant ces caractéristiques-là compte tenu de l'évolution dans la carrière et donc dans l'âge, évaluer les risques de désinsertion professionnelle
qui seraient liées au maintien en l'état au poste de travail, et donc en fonction de tout ça, éventuellement préconiser des aménagements de poste selon l'appréciation qu'aura le médecin du travail de cette compatibilité entre l'atteinte de la mi-carrière et le maintien sur le poste. Cette visite de mi-carrière, elle s'organise normalement, nous dit le texte, au moment du 45e anniversaire du salarié, mais c'est une disposition supplétive, puisqu'il est laissé aux partenaires sociaux de chaque branche le soin de définir quel est le tournant de la mi-carrière. Donc, on n'en a pas encore le réflexe, puisque cette visite est nouvelle, mais ce qu'il va falloir faire du côté entreprise, c'est regarder déjà dans les accords de branche si la visite de mi-carrière est spécifiquement traitée. Si c'est le cas, c'est l'accord de branche qui va définir les conditions et notamment la définition de la mi-carrière. S'il n'y a pas d'accord de branche, à défaut, on appliquera effectivement cette règle du 45e anniversaire. Alors, pour éviter d'encombrer ou davantage encore les services de santé au travail, dont on sait effectivement que le nombre de visites est important à réaliser et que c'est toujours effectivement difficile de tout honorer en même temps. L'idée, c'est que si dans les 2 ans qui précèdent le 45e anniversaire, une visite périodique, par exemple, était programmée, on puisse coupler les deux. Alors, ça ne veut pas dire ne pas tracer, il va falloir bien réaliser 2 visites distinctes, la visite de mi-carrière d'un côté et la visite périodique de l'autre, mais en termes de timing, elles pourront avoir lieu au même moment pour effectivement optimiser le temps, notamment passé auprès du médecin du travail. Certains médecins ont peut-être eu tendance à considérer que c'était un peu redondant avec la visite périodique ou avec tout ce qu'on fait d'une manière générale, mais il faut aussi avoir bien en tête la situation des salariés qui sont en suivi simple et qui potentiellement ne sont pas vus par les médecins du travail, mais plutôt par les infirmiers de santé-travail, etc. Donc c'est vrai que pour cela, par exemple, on peut avoir une visite de mi-carrière qui, pour la première fois, ou en tout cas de façon, on va dire, ponctuelle, leur permettra une visite médicale stricto sensu, plutôt qu'une visite avec un professionnel de santé autre. Non pas que les 2 visites n'aient pas la même valeur, mais il est vrai que le médecin du travail a un regard sur les questions médicales et surtout, il a la possibilité de préconiser des aménagements, ce que les autres professionnels de santé ne peuvent pas faire. Dernière précision sur cette visite de mi-carrière, lors du retour à l'emploi des salariés qui sont désinsérés professionnellement, là encore, les accords de branche pourront déterminer qu'une visite de mi-carrière pourrait avoir lieu à ce moment-là, mais alors à ce moment-là, elle ne sera plus véritablement une visite de mi-carrière, mais plutôt une visite d'évitement de la désinsertion professionnelle, tout ça étant défini par les branches que, par définition, nous ne connaissons pas encore puisque ces branches-là ne se sont pas encore mobilisées pour définir ces conditions-là. Petit nota bene, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, le référent handicap peut participer à la demande du salarié à la visite de mi-carrière. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau puisque le salarié qui se présente en principe dans le cabinet médical sous le sceau du secret médical et à huis clos avec le médecin du travail peut faire intervenir un tiers dans cette visite, bien sûr, à sa demande express. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Merci Maître pour ces précisions. Docteur Nedam, comment ça se passe dans les faits du côté du médecin du travail? Comment est-ce que ça s'organise et ça se déroule, une visite de mi-carrière? Alors concrètement, comment nous nous organisons depuis le 31 mars où ces visites de mi-carrière peuvent être réalisées? C'est-à-dire que les secrétaires qui reçoivent la liste des salariés à convoquer identifient. Alors nous, pour l'instant, on s'est focalisé sur l'âge de 45 ans, l'absence d'accord de branche ou d'information sur des accords de branche. Donc, les secrétaires identifient sur la liste des salariés à voir en visite périodique ceux dont la date de naissance met en évidence qu'ils sont dans leur 43e, 44e ou 45e anniversaire. Et là, au lieu de prévoir un rendez-vous avec l'infirmier comme elle l'aurait fait de manière classique, ça sera donc spécifiquement auprès du médecin du travail
Et la visite, du coup, sera couplée avec, alors si c'était le médecin du travail qui devait voir ce salarié parce que c'est une visite périodique ou pourquoi pas une visite d'embauche si on est sur la période des 45 ans, ça sera spécifiquement au médecin du travail de voir ses salariés et du coup, on va dégager du temps médical sur cette question-là. L'intérêt de cette visite, c'est bien sûr de ne pas faire une visite supplémentaire, mais de la coupler avec une visite qui aurait dû avoir lieu et de vraiment mettre l'accent sur la prévention de la désinsertion professionnelle, comme on le fait d'ailleurs tout au long du suivi et depuis le début du suivi médical des salariés. Mais là, ça va être marqué par un état des lieux qui va tracer les expositions des salariés et le médecin du travail va s'interroger sur l'adéquation entre l'état de santé du salarié et le poste de travail. Au besoin, il pourra s'aider d'un infirmier qui pourra faire une étude de poste de travail pour mettre en place, avec l'accord du salarié, des préconisations, des aménagements pour être très en amont des périodes où c'est beaucoup plus difficile d'aménager les postes de travail, comme ça peut l'être à 50, 60 ans, etc. Donc, c'est un instant clé où on va s'interroger sur l'adéquation santé-travail et mettre en place des mesures de prévention de la désinsertion professionnelle à cette occasion-là et interroger sur la deuxième moitié de carrière, comment le salarié la voit pour pouvoir être très en amont d'un risque de désinsertion professionnelle. Merci docteur, donc nous avons eu un panorama assez complet de ces 2 nouvelles visites qui sont prévues par la loi, mais la loi ne s'arrête pas là puisqu'elle propose également des évolutions et même des extensions du suivi médical existant. Maître Cohen, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Très rapidement sur ces points-là, il y a une adaptation de certaines visites qui existaient déjà, ou en tout cas une prise en compte de la particularité de certaines catégories de travailleurs d'un côté, et d'un autre côté une extension à des populations qui étaient pas pleinement intégrées dans le suivi médical au sens où nous le connaissons, et qui aujourd'hui peuvent profiter des services des SPSTI. Les adaptations, ça concerne essentiellement les intérimaires. Lorsque le service de prévention santé-travail autonome de l'entreprise utilisatrice existe, il pourra, le cas échéant, procéder au suivi des intérimaires dans le cadre d'une convention qui sera conclue avec le service de l'entreprise de travail temporaire. Donc, on élargit un peu les possibilités d'adaptation du suivi médical pour des populations qui sont un peu à cheval entre 2 employeurs, le leur et l'entreprise dans laquelle ils interviennent. C'est le même mécanisme pour les travailleurs d'entreprises extérieures, donc les salariés des prestataires qui interviennent sur un site et qui pourraient, le cas échéant, moyennant des conventions, être suivis par le service de l'entreprise utilisatrice. Et enfin, pour les travailleurs multi-employeurs, le suivi de leur état de santé peut être mutualisé, mais dans des conditions qui sont à définir par un décret qui n'est pas encore publié à ce jour. Je vous rappelle qu'on attendait 47 décrets et que sur les 47, on en a à peu près 3-4 qui ont été publiés à ce jour. Donc c'est peu pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à parfaire au niveau des décrets. En ce qui concerne les populations que le SPSTI pourra désormais intégrer dans les salariés à suivre, il s'agit du chef de l'entreprise adhérente qui, au même titre que ses salariés, quel que soit son statut, pourra bénéficier de l'offre de services proposée à ses salariés. Les travailleurs indépendants pourront également être vus dans le cadre des SPSTI. Et puis, les particuliers employeurs pour lesquels on aura effectivement, pour le suivi individuel des salariés des particuliers employeurs, de nouvelles possibilités d'accès à des SPSTI qui seront encadrés par accord de branche, notamment en ce qui concerne le paiement de la cotisation, en tout cas de leur part contributive à la cotisation. Alors, docteur Nedam, une petite question que les gens se posent naturellement, c'est qu'on voit qu'on a 2 nouvelles visites, on a potentiellement donc des publics élargis sur le suivi actuel, tout ça dans un contexte où, on va quand même le dire,
Certains employeurs se plaignent parfois de ne pas avoir toutes leurs visites. Et pourquoi? Parce que la santé au travail vit depuis de nombreuses années et certainement pour de nombreuses années encore dans un contexte de pénurie médicale assez tragique. Rappelons deux chiffres, hein, c'est moins de 5000 médecins du travail en France pour près de 25 millions de salariés. Alors par rapport à tout ça, comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on envisage les choses, docteur Mesdames? Alors cette question, elle est vraiment au cœur de nos préoccupations. C'est une question de comment utiliser au mieux le temps médical, et le temps médical doit être réservé pour des visites que le médecin du travail est seul à réaliser, et il a autour de lui une équipe santé-travail avec des infirmiers, des préventeurs. Certaines visites ne peuvent être réalisées que par les médecins du travail, que sont ces visites qu'on a décrites tout à l'heure, mais aussi les visites de pré-reprise, les visites de reprise. Donc, il va être important de dégager vraiment l'intérêt sur la santé au travail et sur la prévention de la désinsertion professionnelle, sur lesquels vraiment le cœur de métier du médecin du travail va être positionné pour pouvoir dégager ce temps et s'entourer avec la confiance qu'il a auprès de son équipe pour répondre au mieux au suivi de l'ensemble des salariés qui lui sont confiés. Merci docteur. Alors nous allons poursuivre avec le dernier point qui concerne donc les évolutions de la loi sur le suivi médical, avec des nouveautés aussi autour des visites qui sont liées à l'arrêt maladie, et à commencer par la visite de pré-reprise. Maître Cohen, je vous rends la parole. Oui, la visite de pré-reprise, on en fait la promotion depuis plusieurs années, et à juste titre, puisque c'est une manière d'anticiper le retour à l'emploi et donc d'être plus efficace dans les solutions d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail. Plus on anticipe cela et plus c'est réalisable aussi du côté de l'entreprise et aussi par rapport aux éventuelles mesures de financement, etc. Donc on ne vante pas assez le mérite de la visite de pré-reprise. Je le faisais donc ici à nouveau, étant précisé que c'est une visite qui est réservée aux salariés qui sont en arrêt, dit le texte, de longue durée, dans l'objectif de faciliter leur retour au poste. Elle est à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil. Ça, c'est ce que disait le texte avant, la loi du 2 août 2021. On va voir ce que dit le texte maintenant. Et elle se déroule avant la reprise effective du travail en vue de préconiser précisément d'éventuelles mesures d'aménagement par avance. Évidemment, comme ce n'est pas une visite de reprise, il n'y a pas d'avis d'inaptitude qui en découle, pas d'avis définitif, mais des conclusions qui peuvent permettre à l'employeur de commencer à préparer le terrain d'une bonne réinsertion à l'issue de l'arrêt de travail. Alors, qu'est-ce qui change avec la loi du 2 août? La publication du décret du 16 mars 2022 a modifié le texte qui auparavant était dans le Code du travail, en indiquant qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de 30 jours peuvent bénéficier d'une visite de pré-reprise. Cela marque deux changements. D'abord, on voit que la durée qui auparavant était de 3 mois passe à 30 jours. Donc, on considère qu'à partir de 30 jours, c'est pertinent de faire une visite de pré-reprise. Et deuxièmement, on supprime la liste limitative des personnes susceptibles de provoquer la visite de pré-reprise dans le texte, puisque n'apparaissent plus les initiatives qui étaient auparavant seulement dévolues aux salariés, aux médecins traitants du salarié et aux médecins conseil de la caisse. Est-ce à dire qu'un employeur pourrait prendre l'initiative de la visite de pré-reprise? Pour l'instant, ce n'est pas clairement et pas expressément indiqué, mais néanmoins, il y a une ouverture possible puisque le texte désormais nous dit que les salariés peuvent bénéficier d'une visite de pré-reprise sans préciser plus qui doit en être à l'origine. Pour l'application de la loi dans le temps, vous savez qu'il y a toujours un peu des casse-têtes à résoudre. Ici, c'est simple. On considère que le passage de 3 mois à 30 jours va impacter les arrêts qui sont en cours au 31 mars 2022. Et bien sûr, les suivants qui débuteront à compter du 1er avril, ceux qui donc ont débuté à partir de maintenant. Voilà pour cette partie application de la loi dans le temps. Et on retrouvera le même mécanisme pour les autres changements concernant les visites de reprise.
Oui, alors justement, effectivement, vous nous précisez que la loi s'applique sur cette question de la visite de pré-reprise aux arrêts en cours depuis, enfin, au 31 mars 2022, ce qui est également le cas des changements, enfin, de la visite de reprise, où là aussi, il y a des évolutions. Oui, pour la visite de reprise, donc pour mémoire, hein, je rappelle, l'organisation d'une visite de reprise est une obligation pour l'employeur pour certaines typologies d'absence et à partir de certaines durées d'absence. Le point qui n'a pas changé, c'est que la visite de reprise doit être organisée à l'initiative de l'entreprise dans les 8 jours qui suivent la reprise effective du salarié à son poste de travail. Donc ça reste toujours d'actualité. Dans son objet, elle n'a pas changé non plus. Elle est toujours là pour permettre de vérifier la compatibilité de l'état de santé avec le retour au poste de travail. Et évidemment, elle peut aboutir soit à des préconisations d'aménagement, soit à une inaptitude. Ça, c'est l'esprit général de la visite de reprise qui demeure. Ce qui change, d'après le décret du 16 mars 2022, ce sont les cas dans lesquels les visites de reprise doivent être organisées et surtout les durées d'absence qui génèrent la visite de reprise. Premièrement, pour le congé maternité, c'est toujours d'actualité, évidemment, sans durée particulière, cela va sans dire. Pour une absence pour cause de maladie professionnelle, là encore, le système est inchangé. On a une obligation de visite de reprise à l'issue de chaque arrêt, peu importe la durée. Pour une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, on a une visite de reprise obligatoire. Et là encore, pas de changement par rapport à avant. Là où les choses changent, c'est à partir de l'absence maladie simple, puisque s'agissant de cette dernière, la durée qui était de 30 jours passe à 60 jours avec le nouveau texte. Donc on a une partie de la réponse à votre question, Monsieur Humbert, hein, quand vous interrogiez sur comment fait-on pour absorber l'ensemble des visites. On l'a vu juste avant avec les modalités qui sont désormais possibles pour certaines catégories de travailleurs de recourir aux services de santé autonomes qui ont pour objet, il faut bien le dire, d'alléger les services de santé inter et puis de rationaliser le suivi médical. Il n'empêche que ça va effectivement faire diminuer peut-être pas significativement, mais quand même le volume de visites à réaliser. Et puis, il y a aussi cette partie-là hein, du texte, puisque on passe d'une visite de reprise obligatoire à partir de 30 jours à une visite obligatoire à partir de 60 jours en cas de maladie simple. Donc, c'est là encore une source, on va dire, de gains de visites possibles d'après le législateur. Très bien, donc le législateur a quand même pensé effectivement à compenser un petit peu la charge qui pèse sur les médecins du travail du fait de la création de nouvelles visites. Alors maintenant, on va rester avec vous, je vais vous laisser la parole sur un tout autre sujet. Et là, on ne parle pas d'une visite médicale, mais d'un dispositif qui implique une action de l'employeur auprès des salariés en arrêt de travail longue durée, c'est le rendez-vous de liaison. Alors oui, le rendez-vous de liaison, c'est quelque chose de très vertueux, je trouve, puisqu'il s'inscrit directement dans le socle de mesures destinées à favoriser le maintien dans l'emploi. Ça me paraît être une évidence. Beaucoup d'employeurs nous interrogeaient sur la capacité qu'ils avaient, plutôt le droit qu'ils avaient d'interroger les salariés pendant leur temps d'arrêt de travail sur la durée prévisible de leur absence, sur les éventuels perspectives de retour à l'emploi, etc. Ils étaient réticents puisque le Code du travail n'organisait pas expressément ce type de possibilités et ça leur paraissait peut-être relever d'une intrusion dans la vie privée ou en tout cas pendant une période d'absence, le réflexe était de laisser complètement le salarié tranquille effectivement pour ne pas être dans une démarche, on va dire, qui pouvait nous paraître intrusive. Aujourd'hui, la loi prend le contre-pied de ces réticences en disant vous avez tout à fait le droit d'inviter le salarié à un rendez-vous pendant qu'il est en arrêt de travail, de longue durée, nous dit-on. La longue durée est toute relative, hein, puisque, à l'instar de ce qu'on a dit sur la visite de pré-reprise, qui elle-même est prévue pour une longue durée, le rendez-vous de liaison qui est prévu pour une longue durée se traduit par une possibilité pour les salariés en arrêt de plus de 30 jours. Donc le seuil, c'est 30 jours pour le rendez-vous de liaison.
Bien sûr, le salarié a tout à fait la possibilité de s'opposer à cela, hein, en tout cas de ne pas répondre à l'invitation sans qu'il puisse courir de sanctions aucune. L'idée étant vraiment de faire de cet outil un outil proactif aussi pour le salarié, hein, pour permettre cet échange et une perspective de retour qui soit réfléchie et qui soit surtout réfléchie avec une équipe pluridisciplinaire autour de la table. D'où l'idée d'associer à l'échange entre l'employeur et le salarié le service de santé au travail, ainsi que dans les entreprises d'au moins 250 salariés, le référent handicap qui peut participer à ce rendez-vous à la demande du salarié. Voilà ce qu'on peut dire sur cette visite, sachant qu'elle ressemble un peu à une visite de pré-reprise, mais un peu plus ouverte, on va dire, puisqu'elle aura lieu dans les locaux de l'entreprise, en tout cas à l'initiative de l'entreprise, et pour permettre cet échange, on va dire, pluridisciplinaire. Donc avec un symbole quand même fort qui est que maintenant, effectivement, l'employeur peut entrer en contact avec son salarié pendant l'arrêt maladie, ce qui jusque-là était plutôt problématique. Alors avant d'aborder maintenant le deuxième partie de ce webinaire qui est consacré à l'évaluation et à la maîtrise des risques professionnels, juste, parce qu'on prend un petit peu de retard, on a encore beaucoup de choses à vous dire. Docteur Nedham, si en 1 minute, vous deviez faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit, peut-être du sens que tout cela a, parce que forcément les choses doivent être porteuses de sens, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, les éléments forts qui ont été présentés ici, c'est, on a dit au tout début, hein, la traçabilité des expositions professionnelles et on va en parler plus tard sur les notions de documents uniques et de prévention, mais surtout, et ce qu'on vient de rappeler ici, un accent fort a été mis sur le maintien en emploi. Un des nouveaux outils étant ce rendez-vous de liaison qui est remis en place et qui autorise l'employeur à prendre contact avec le salarié pendant son arrêt de travail pour enclencher une mesure de prévention de la désinsertion professionnelle et faciliter la visite de pré-reprise et rappeler au salarié qu'il a tout à fait la possibilité de bénéficier de cette visite de pré-reprise pour mettre en place des dispositifs de maintien en emploi et notamment ce qui a été rappelé et dont on va parvenir là-dessus, c'est là aujourd'hui, pour ne pas rentrer dans des éléments trop techniques tels que l'essai encadré, les contrats de rééducation professionnelle, les contrats de transition professionnelle qui vont pouvoir être mobilisés à travers ces éléments-là. C'est l'intérêt en fonction de la pathologie pour laquelle le salarié est en arrêt de travail, mettre en place toutes les dispositions, les aménagements. Et ça va passer par des échanges avec les médecins de soins, avec les médecins conseils de la sécurité sociale et on va pouvoir voir que des éléments pourront être communicables au niveau du dossier médical santé-travail avec un onglet santé-travail sur le dossier médical, mais aussi un accès qui est prévu au dossier médical partagé des médecins du travail. L'idée, c'est de mettre en cohérence pour le bénéfice du salarié, lui permettre d'être le plus possible en emploi en fonction de son état de santé, que tout soit mobilisé pour permettre ces situations. Enfin, là où les cellules d'appui maintien en emploi étaient un peu facultatives et notre service était doté de cette cellule depuis déjà 2015. Certains autres services également se sont organisés pour qu'autour d'une équipe pluridisciplinaire avec un médecin, avec des ergonomes, des psychologues, des conseillers du travail, des assistants sociaux, le salarié qui a une difficulté puisse être accompagné. La présence d'une cellule d'appui maintien en emploi va faire partie des obligations des services de santé au travail, qu'elles soient propres aux services de santé au travail ou qu'elles soient partagées entre plusieurs services de santé au travail. Et là, donc, c'est capital d'avoir dans un service un groupe ressources qui nous appuie, nous, médecins du travail, sur des questions un peu techniques qui pourraient nous échapper quand les situations sont très complexes. Bien sûr que les situations de maintien en emploi, c'est ce que nous faisons au quotidien et tout au long du suivi médico-professionnel, il y a des actions simples qui peuvent être mises en place sans qu'on ait forcément recours aux cellules d'appui en maintien en emploi.
Dès que c'est un petit peu compliqué, que ça nécessite des moyens supplémentaires, eh bien, on est bien contente de pouvoir disposer d'une cellule d'appui en matière d'emploi que nous pourrons mobiliser de ce point de vue. Très bien, merci docteur. Effectivement, la ST Grand Lyon dispose déjà depuis quelques années d'un pôle d'appui au maintien en emploi et on vous proposera très prochainement justement certainement un webinaire sur cette question bien spécifique du maintien en emploi dont on voit toute l'importance au travers des évolutions de cette loi. Alors on va accélérer un petit peu maintenant pour passer sur un tout autre sujet qui vous intéresse évidemment en tant qu'employeur, c'est la question de l'évaluation des risques. Avec des évolutions donc au niveau de l'évolution et du DURP et bien sûr du plan d'action de prévention que doivent produire les entreprises. Maître Cohen, je vous repasse la parole sur ce sujet. Alors, le document unique d'évaluation des risques n'est évidemment pas une nouveauté. Néanmoins, il y a plusieurs retouches qui y sont apportées, et notamment pour lui donner une valeur plus forte. Je ne sais pas si ce détail a été perçu par nos auditeurs, mais le DUERP, qui était auparavant inscrit dans la seule partie réglementaire du Code du travail, est désormais inscrit dans la partie législative. Ça semble un détail, mais c'est assez symbolique, puisque effectivement, la loi aujourd'hui intègre en son sein même le document unique d'évaluation des risques, ce qui veut dire qu'il ne pourra plus être sorti du cadre législatif sans nouvelle loi. Bon, c'est symbolique plus qu'autre chose, mais ça marque effectivement une volonté. La volonté plus généralement d'ailleurs de la loi, c'est de passer, on va dire, d'une médecine du travail curative à une médecine du travail plus préventive encore. C'est quelque chose qui là aussi n'est pas nouveau, mais qui s'accentue au fil des réformes qui sont adoptées. Et là, on est vraiment dans un temps qui est consacré à cette transition de la médecine suivi individuel de l'état de santé à la médecine préventive primaire. Et ça passe évidemment au niveau des entreprises par le document unique d'évaluation des risques et par le plan d'action. Alors, le document unique d'évaluation des risques, tout le monde le connaît dans son contenu. Simplement, la loi aujourd'hui élargit son contenu à la notion d'organisation du travail. Il faut évaluer les risques environnementaux, liés au poste de travail, etc., mais aussi les risques liés à l'organisation du travail. Donc là encore, c'est quelque chose qui se pratiquait déjà, mais qui est inscrit dans le marbre avec cette modification législative. Et le document unique assure la traçabilité collective, évidemment, de ces expositions. Donc ça, c'est renforcer le document dans son contenu, mais à côté de ça, on renforce aussi les acteurs qui vont permettre son élaboration de façon plus pertinente. Le CSE et la Commission santé-sécurité vont être appelés à participer à l'évaluation des risques. Alors, ce débat-là, il a été beaucoup tenu pendant la période Covid, où on se demandait quel était le rôle exact du CSE dans l'élaboration des mises à jour des DUERP liées notamment à la pandémie. Et il y a eu beaucoup de jurisprudence puisque le texte auparavant ne précisait pas exactement le rôle des CSE, de sorte qu'on avait une double jurisprudence, les uns disant que c'était une simple concertation, les autres disant qu'il fallait consulter le CSE sur le projet de document unique avant de le mettre en place. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui a été clarifié par la loi, dans le sens où on dit deux choses. Le CSE participe à l'évaluation des risques, donc il faut qu'il y ait un véritable débat sur l'évaluation elle-même et la transcription dans le document avant qu'il devienne un DUERP définitif. Et la loi va même plus loin en indiquant aujourd'hui que le CSE doit être consulté sur le document unique d'évaluation des risques et ses mises à jour. Donc c'est clair, le débat est tranché en faveur de l'association pleine et entière du CSE à l'évaluation et à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques. Alors, les salariés, oui. Je vous en prie, allez-y, continuez. Les salariés compétents pour s'occuper des problématiques de prévention dans les entreprises sont également appelés à intervenir et les services de santé au travail qui le faisaient déjà sont cités dans la liste évidemment des acteurs contribuant à la bonne évaluation des risques et à la bonne transcription dans un document unique de cette évaluation des risques. Alors, l'évaluation des risques, on le sait, ce n'est que la première étape d'une démarche plus large qui vise à planifier, in fine, des actions de prévention de ces risques. Et là aussi, la loi dicte des règles nouvelles selon les tailles d'entreprise. Je vous laisse nous expliquer tout ça, Maître Paul. Oui, tout à fait. Le texte nous précise de façon très expresse qu'il découle du document unique
un plan d'action. C'est bien dans cet ordre-là que les choses se passent, hein. Le document unique d'évaluation des risques, et je le rappelle d'ailleurs au passage, qui est établi lui-même en cohérence avec les fiches d'entreprise et avec toutes les données qui parviennent à l'entreprise de la part de sachants. Ce document, ainsi que tous les autres, concourt à l'élaboration d'un plan de prévention. Ce plan de prévention, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, est formalisé dans ce qu'on appelle un PAPRI Pacte, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. La loi renforce le contenu du PAPRI Pacte en disant qu'il fixe la liste détaillée des mesures de prévention pour l'année à venir, avec pour chacune des mesures de prévention ses conditions d'exécution, ses indicateurs de résultats, l'estimation de son coût. Donc c'est quelque chose qui est très précis à renseigner et qui doit amener l'employeur à s'interroger sur les ressources de l'entreprise qui pourront être mobilisées et sur le calendrier de mise en œuvre. Donc on concrétise vraiment le plan d'action dans ce document qui effectivement ne peut plus être simplement un alignement de pétition de principe, mais qui doit être véritablement un plan d'action structuré et précisé tant dans ses ressources que dans ses modalités de mise en œuvre, notamment en termes de timing. Ce PAPRI Pacte, nous dit-on, il est présenté au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Pour les fins juristes, entre guillemets, qui nous écoutent peut-être, vous connaissez la différence entre la consultation et l'information. Autant, je vous l'ai dit, le document unique d'évaluation des risques, il est soumis à la consultation, ce qui veut dire un avis émis par le CSE avant l'arrêté définitif du document unique d'évaluation des risques, alors que le plan d'action, il est seulement présenté au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, et c'est la politique sociale qui fait l'objet de la consultation et non pas le PAPRI Pacte en tant que tel. Ça, c'est pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à ce seuil, on doit définir des actions de prévention des risques et les présenter dans un document unique d'évaluation qui lui-même est présenté au CSE, donc sans consultation particulière. C'est assez logique puisque dans ces entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, le bloc de consultation politique sociale n'existe pas. Donc, on allège les obligations pour les entreprises de moindre taille. Alors, on voit que ça se durcit un petit peu pour les entreprises les plus importantes en effectif. Par contre, pour les moins de 11 salariés, il y a quelques petits allègements. Alors, l'allègement, oui. Alors, ça ne consiste pas à ne plus les obliger à réaliser un document, puisque ce document il est toujours obligatoire dès le premier salarié. Donc là, il n'y a pas de doute. Et pour les entreprises qui n'en ont pas, je ne peux que les inviter à nouveau à faire le point sur cette question-là, qui aujourd'hui est dans le cadre des procès en responsabilité contre l'entreprise, que ce soit dans le cadre de l'obligation de sécurité, que ce soit dans les procès en faute inexcusable. C'est très important de pouvoir démontrer l'existence de ce document unique d'évaluation des risques. Donc, toute entreprise est concernée. Néanmoins, dans les entreprises de moins de 11 salariés, elles n'ont plus l'obligation de la mise à jour annuelle qui, à l'inverse, est applicable pour les entreprises dont je viens de parler précédemment. Donc, cette dichotomie, moins de 11, pas d'obligation de mise à jour systématique annuelle, plus de 11, obligation de mise à jour systématique annuelle. Et non seulement c'est une mise à jour annuelle qui s'impose, mais c'est évidemment une mise à jour périodique et ponctuelle également lorsque une décision d'aménagement important vient modifier les conditions de santé et de travail dans l'entreprise ou lorsqu'une information supplémentaire vient intéresser l'évaluation des risques et donc modifier l'évaluation des risques. Dans tous ces cas ponctuels, il faut évidemment mettre à jour le document, mais ce dont seront dispensées les entreprises de moins de 11, c'est de le faire de façon récurrente tous les ans. Alors, un DU, ça se rédige, ça se construit, ça se met à jour et ça s'archive pour pouvoir être rendu accessible à certains publics. Et là aussi, au niveau de la loi, nous précise des nouvelles règles sur ces questions-là. Pour la conservation et l'accès au document unique d'évaluation des risques, effectivement, deux changements. D'abord, un changement qui n'est pas des plus simples à réaliser, c'est que le document unique d'évaluation des risques et ses versions antérieures doivent être conservées et accessibles pendant 40 ans à compter de leur élaboration. Ça participe à l'idée de traçabilité. On a vu la traçabilité individuelle de l'exposition des salariés. Et bien là, on voit la traçabilité collective des risques apparaître dans ce texte-là et on veut
qu'on puisse retrouver l'historique des différentes améliorations du document unique d'évaluation des risques au fur et à mesure des changements intervenant dans cette évaluation. Donc, obligation de traçabilité et de conservation pendant 40 ans. Ça fait écho à ce que disait le docteur Nedam par rapport aux risques différés qui sont liés au poste de travail ou aux conditions de travail sur l'état de santé. On veut pouvoir effectivement retracer tout cela. Les entreprises auront l'obligation de déposer ce document unique et ses mises à jour sur un portail numérique qui est en cours de construction, donc on n'en connaît pas encore les modalités concrètes, raison pour laquelle la loi du 2 août avait d'emblée prévu une entrée en vigueur différée sur ce point, puisque ça concernera donc les entreprises d'au moins 150 salariés à partir de juillet de l'année prochaine, juillet 2023, et pour les autres plus petites entreprises à partir du 1er juillet 2024. Donc, en attendant que ce portail numérique soit créé et qu'on sache comment l'utiliser, l'entrée en vigueur de la loi au 1er avril vaut malgré tout sur ce point et on demande aux entreprises de faire cette conservation sous forme papier ou numérique en leur sein, sans forcément dépôt sur un portail. Mais il faut en tout cas, à partir de maintenant, pouvoir conserver le document et ses mises à jour successives. Quant à l'accessibilité du document, à qui peut-il être communiqué, ou en tout cas à qui doit-il être tenu à disposition? La loi dit que ça concerne évidemment tous les travailleurs qui sont en poste, qui ont le droit d'aller chercher dans le document unique les parties qui les concernent, mais également les anciens salariés, pour les versions qui étaient en vigueur durant leur période d'activité à eux dans l'entreprise. Ça, c'est là encore pour permettre aux salariés qui a été exposé anciennement à un risque de pouvoir aller chercher dans le document les extraits qui le concernent et faire valoir ses droits en la matière. Merci Maître, on va aborder maintenant un autre sujet, on va essayer de le faire assez rapidement parce que l'heure tourne et on a encore quelques points à aborder. C'est la question, alors voilà, dans la question de la prévention des risques, les employeurs ont des obligations de formation et d'information et justement par rapport à tout ça, la loi crée un passeport de prévention qui archiverait donc les formations en santé et sécurité au travail. Oui, alors là, je vais aller vraiment très vite puisqu'on attend un décret qui doit être publié au plus tard le 1er octobre 2022, comme il n'y a rien et pas même un projet de décret qui pourrait nous éclairer. Je vous rappelle juste que la loi instaure ce passeport de prévention qui, là aussi, contribue bien sûr à la traçabilité, mais cette fois-ci, non pas de l'exposition au risque, mais la traçabilité de toutes les formations qui ont pu être suivies par le salarié. C'est une bonne chose, je trouve, effectivement, de pouvoir réunir dans un document unique l'ensemble des formations. Alors ça s'alimente, on va dire, un peu respectivement par le salarié qui inscrit les formations qu'il a suivies et par l'employeur qui inscrit les formations qu'il a permis au salarié de suivre, évidemment avec l'autorisation de ce dernier. Donc c'est quelque chose qui vit et qui suit la carrière du salarié. Merci pour votre brièveté, Maître. Nous allons maintenant passer donc au dernier sujet de ce webinaire, celui de l'impact de la loi sur les services de santé au travail, auquel il est demandé d'accomplir de nouvelles missions et de proposer une offre de services à plusieurs étages. Alors pour commencer, on va peut-être déjà préciser que les SSTI, les services de santé au travail interentreprises, deviennent des services de prévention et de santé au travail interentreprises ou autonomes selon les cas. Ce changement de nom, docteur Nedam, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi le symbole derrière tout ça? Bien mettre l'accent sur la prévention, c'est un sujet dont on a parlé depuis le début de ce webinaire et c'est au cœur de nos métiers et d'accompagner les entreprises dans leurs actions de prévention, c'est notre rôle. La prévention, qu'elle soit à titre collectif, à la fois dans l'évaluation des risques et la mise en place de ces fameux PAPRIPAC dont vient de parler Maître Cohen, toutes les actions qui sont mises en place, donc les professionnels de santé au travail accompagnent les entreprises, mais aussi la prévention à titre individuel dans le cadre du suivi individuel et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Bien, alors derrière les symboles, il y a quand même des réalités, il y a quand même des choses concrètes. Les SSTI doivent, les SPSTI, pardon, je ne suis pas encore habitué, doivent notamment proposer une offre socle et une offre complémentaire. Maître Cohen, qu'est-ce que ça signifie? Alors, il a été constaté dans le rapport que vous avez évoqué en introduction, le fameux rapport Lecoq, que comme les services de santé prévention interentreprise fonctionnent sous forme associative et de façon, on va dire,
autonomes les uns par rapport aux autres, même s'ils s'organisent évidemment en réseau, notamment pour avoir des points communs et une harmonisation. Cette harmonisation n'était au goût du législateur pas suffisamment poussée, et par conséquent, le législateur considère qu'il faut homogénéiser l'offre de services au niveau du territoire national, pour que finalement chaque entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa localité, puisse accéder à quelque chose d'assez uniforme qui constitue le socle de ce qu'un service de santé prévention interentreprise doit offrir à ses adhérents et aux salariés et aux représentants de ses adhérents. L'offre socle de services obligatoire doit couvrir l'intégralité des missions en matière de prévention des risques de santé au travail, en matière de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, il y a là 3 blocs qui devront faire partie du socle de services. La liste et les modalités de ce socle de services sont définies, en tout cas c'est ce que dit la loi, par le Comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. Ce qui veut dire qu'il va falloir un travail de ce fameux CNPST, d'une part, et ensuite une transcription par décret dans le Code du travail. Nous n'en sommes pas là à ce stade. En revanche, il est déjà prévu, en tout cas au niveau des partenaires sociaux, un document qui est un document de travail qui prévoit effectivement les grandes lignes de cette offre socle, et donc je pense effectivement les autorités dont on vient de parler vont s'inspirer pour figer dans le marbre l'offre socle. Donc c'est un peu trop tôt pour en parler aujourd'hui et le temps évidemment est compté, donc on ne peut pas passer en détail, en revue ce document de travail, mais c'est une proposition des partenaires sociaux pour l'instant qui date du 18 mars 2022 et qui va progressivement entrer en application. Donc l'offre socle, c'est couvrir les missions que le législateur prévoit dans le Code du travail qui est à la charge des SPSTI lorsqu'en tout cas l'entreprise fait appel à un SPSTI. Ce que ce n'est pas, c'est important je trouve de le mentionner ici, l'offre socle n'est pas une substitution du SPSTI aux obligations de l'employeur. Ça veut dire qu'on ne va pas changer le principe qui est vraiment le fil rouge de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, le principe selon lequel c'est l'employeur qui reste en première ligne responsable de la réalisation de toutes ces obligations à l'égard des salariés qu'il emploie, que ce soit au regard de la prévention, on l'a vu à travers le document unique d'évaluation des risques, ou du suivi individuel de l'état de santé, on l'a vu à travers les différentes visites médicales. C'est toujours l'employeur qui est obligé de veiller au respect de ses obligations. Il fait appel au service de santé et prévention inter afin qu'il l'aide dans la réalisation de ses obligations, mais le service de santé ne se substitue pas à lui dans la réalisation de ses obligations. Et ensuite, dans le détail de l'offre socle, on verra effectivement ce que les partenaires sociaux ont prévu et ce qui sera effectivement traduit dans la pratique. Sachant que cette offre socle-là, y est associé un principe de tarification qui, là encore, veut aller vers l'homogénéisation, en tout cas vers une limitation des disparités dans le mode de tarification, qui effectivement va devoir être encadrée, cette tarification, dans une grille qui va être précisée par décret qui déterminera les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne devra pas s'écarter au-delà d'un certain pourcentage fixé par le décret du coût moyen national de l'ensemble socle de services. Vous voyez ainsi se dessiner le fait que les adhérents pourront, quel que soit le point du territoire national où ils se trouvent, avoir accès à un service commun avec des tarifications communes à tous les services de santé au travail. À côté de ça, bien sûr, la prévention est sans limite. La prévention des risques, c'est un puits sans fond. Et on prévoit que le service de prévention inter puisse avoir à proposer une offre complémentaire de services facultative et facturée, là pour le coup, sur une base de tarification différente, puisque ce sera du plus que le service de santé au travail va pouvoir offrir et quelque chose d'optionnel pour les adhérents. Très bien, merci pour ces précisions. Donc, on reste effectivement en attente d'informations concernant ces offres et on ne manquera bien sûr pas d'informer nos adhérents sur ces évolutions. En attendant, on a envie de dire qu'il y a des missions actuelles et que l'offre de service actuelle de la ST Grand Lyon est en quelque sorte notre offre socle. Il est
14h31, nous avons donc commencé à dépasser un tout petit peu. Je vais aller très très vite, Dr Nedam, juste vraiment en quelques secondes, nous parler de l'élargissement des missions des SPSTI. Oui, très rapidement, on a vu que la mission de prévention de l'altération de la santé du fait du travail n'est plus exclusive, mais une mission principale, et s'y ajoute la réalisation d'objectifs de santé publique avec la participation aux actions de promotion de la santé de travail, campagne de dépistage, campagne de vaccination, et là on s'inspire largement sur ce qui a eu lieu pendant la crise sanitaire. Et puis, il y a là aussi la sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive. Bien sûr, dans les services de santé au travail et à l'AST Grand Lyon tout particulièrement, les missions de santé publique que nous mettrons en œuvre, elles seront bien évidemment en lien avec un objectif au niveau du travail, et nous n'allons pas déserter le champ du travail. Donc, bien évidemment, la santé publique est une préoccupation car nous prenons en compte les salariés dans leur globalité, dans leur santé globale et leur santé au travail, mais ça ne nous empêchera pas aussi d'avoir un regard bien spécifique, avec une coloration bien spécifique sur le travail dans les actions que nous pourrons mener dans le cadre des missions qui seront déployées par les services de santé au travail en fonction de nos moyens. Très bien, merci docteur. Le tout dernier point, très rapidement, de Maître Cohen, vous nous parliez d'uniformisation, de cohérence à l'échelle du territoire concernant l'offre de services. Il y a une autre disposition de la loi qui concourt à cette cohérence, c'est la question de la certification obligatoire des SPSTI. Le législateur a voulu cette certification en plus de l'agrément qui est délivré par les DRETS. Hein, ce système de l'agrément est inchangé. D'ailleurs, l'agrément, ou en tout cas la date de la décision d'agrément, devront figurer parmi les informations à communiquer aux adhérents. Agrément qui permet de savoir le territoire sur lequel le service est agréé, ainsi que son domaine de compétences le cas échéant, par exemple pour les intérimaires ou pour le nucléaire, et enfin les moyens et les ressources que le service de santé au travail met à disposition de ses adhérents. Donc tout ça, c'est dans l'agrément. Et en plus de ça, effectivement, les services de santé au travail devront être certifiés sur la base de référentiels qui seront fixés par voie réglementaire, sur proposition toujours du Comité national de prévention et de santé au travail. Donc on veut, là encore, et vous l'avez très bien dit, et je crois que il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce point, faire en sorte que cette certification renforce l'homogénéité de l'offre sur le territoire national, puisqu'effectivement, le référentiel étant uniforme, tous les services de santé au travail vont devoir s'aligner sur ces critères de qualité et ou autres critères qui sont définis. Alors, l'appréciation essentiellement va porter sur la qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble de l'offre socle, l'organisation et la continuité du service, la qualité des procédures, la gestion financière, la tarification, la conformité au RGPD et les dispositifs d'interopérabilité entre les systèmes d'information. Donc voilà les grands points autour desquels va tourner la certification. Certification qui pour l'instant n'est pas encore d'actualité puisque le texte d'application n'est pas publié, mais qui va voir le jour dans les prochains mois. Alors qu'il n'est pas d'actualité effectivement sur le plan législatif, par contre qui est bien d'actualité pour l'AST Grand Lyon, puisque on a quand même le plaisir de vous dire qu'on vient d'être recertifié. Donc l'AST Grand Lyon rentre dans son deuxième cycle de 3 ans de certification ISO 9001. Donc globalement, de notre côté, on est plutôt prêt à affronter cette nouvelle disposition. C'est maintenant l'heure de terminer ce webinaire. On a dépassé de 5 minutes. On ne va pas prendre forcément le temps d'une grande synthèse, mais je crois que vous avez compris quand même que cette loi, elle est vraiment très orientée sur la prévention, l'implication de l'entreprise en termes de prévention, avec voilà l'importance de l'évaluation des risques et du plan d'action, le maintien en emploi aussi, qui est une sorte de fil rouge de la loi, mais je crois aussi de l'action des professionnels de santé au travail, de toute façon au quotidien. Hein, une visite médicale, une action de prévention, une visite d'entreprise, ça concourt à quoi au final? Bien au maintien en emploi des salariés. Donc merci Dr Nedam, merci Maître Cohen pour vos apports très précieux et vos éclairages sur cette loi. Ce webinaire est maintenant terminé.
pour répondre à certaines questions. Alors déjà, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par mail. On se chargera d'y répondre derrière. Si vous avez des avis à nous donner, vous pouvez également le faire, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. On aime toujours avoir des feedbacks sur ce qu'on vous propose. Je vais également vous dire que bien sûr, le replay de ce webinaire sera bientôt sous 24 heures en ligne sur notre site internet, que tous les participants à ce webinaire, tous les inscrits recevront la présentation PowerPoint, parce que ça peut aussi servir en interne parfois pour passer l'information. Et dernier petit mot pour nos adhérents, voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas nos adhérents qui nous écoutent aujourd'hui, mais il y a aussi nos adhérents. Et eux peuvent bien sûr solliciter notre offre de webinaire sur la prévention ainsi que notre hotline prévention pour aller plus loin dans la mise en œuvre de cette loi. On vous souhaite justement du bon courage à tous dans l'application de cette loi. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci, maître. Merci à vous de m'avoir invité. Mais je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Merci à tous et bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.